Moi. Alors j'ai jusqu'à 16h pour vous parler. Et alors, non seulement j'ai moins de temps que ce qu'on m'avait donné au départ, parce qu'au départ on m'avait donné... Non, pardon. Je voudrais interrompre personne. Non seulement j'ai moins de temps que ce qu'on m'avait donné au départ, on m'a dit vous aurez 3 quarts d'heure. Et voilà que soudain arrive Marlène Schiappa à 16h. Que voulez-vous faire? Et j'ajoute à ça le fait que on ne peut pas écouter ce qui vient de se dire sans réagir 2 secondes. Donc je vais prendre sur le temps qui est déjà raccourci pour juste vous dire 2-3 mots sur ce que je viens d'entendre. D'abord sur le nom lui-même, Fuck the System. Est-ce que vous connaissez l'étymologie de fuck? Non, c'est vrai. Fuck en anglais, ça vient de l'anglais bien sûr, ça veut dire fornicated under control of the king. En fait, c'était en Angleterre, quand l'Angleterre voulait occuper l'Écosse. Les premières mariées écossaises étaient systématiquement violées par les soldats de l'armée anglaise sous le contrôle du roi. C'est-à-dire que fuck désigne en réalité au départ le droit de cuissage. C'est intéressant que le mot de fuck soit brandi maintenant comme un terme de rébellion parce qu'il est au départ le lexique même de l'arbitraire royal. Le roi a décidé que les femmes écossaises étaient bonnes pour l'armée anglaise et que pour cette raison, on allait pouvoir les fuck. Donc, bon, c'est une parenthèse que je clôt. J'ouvre une deuxième parenthèse, avant d'aller sur le vif du sujet quand même, une deuxième parenthèse qui porte sur la jeunesse elle-même, la notion de jeunesse elle-même. J'étais très frappé d'entendre tout le monde ici parler de la jeunesse, comme si c'était une vertu, un état durable, quelque chose d'éternel, et donc une vertu en soi. Alors, je ne veux pas gâcher l'ambiance. Certains de vos visages, le mien aussi en témoigne d'ailleurs. La jeunesse dans la vie n'est qu'une question d'années et ça ne dure pas du tout. Ce que je veux dire, pardon, c'est je ne veux pas encore une fois gâcher l'ambiance, mais on va dire les choses très clairement. Être jeune n'a aucun avenir. D'accord ? Être jeune, c'est être promis au grand âge. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'agisme, enfin le racisme anti-vieux, ce n'était pas le cas là, naturellement. Hein. Au contraire, on était plutôt dans un... C'était intelligent de manifester le lien entre les générations. Mais enfin, le racisme anti-vieux n'est peut-être pas le plus violent de tous les racismes, mais c'est vraiment le plus con. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est stupide. C'est stupide. Comment pouvez-vous détester celui que vous serez ? Non, je veux dire, mettons, vous êtes blanc, et vous considérez que vous n'aimez pas les noirs. Alors c'est très très bête. Très très bête. Mais votre bêtise se donne la facilité d'une différence spectaculaire. Un blanc, à moins d'être, je sais pas, un héros de roman, ou un noir ne deviendra pas blanc, un blanc ne deviendra pas noir, à moins d'être Michael Jackson, si vous voulez. Ça arrive peu. Ce que je veux dire, c'est que l'hostilité s'appuie sur une différence qui, elle, est immuable. Mais quand on est jeune et qu'on déteste les vieux, c'est pas son antipode qu'on déteste, c'est son destin. C'est quand même très étrange. Donc, juste cette parenthèse là-dessus pour vous dire que ce qui me frappe, moi, c'est intéressant de voir, et encore une fois, comme il n'en était pas question, là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais juste sur cette question de l'agisme, de la haine anti-vieux, il y a quelque chose de très intéressant, on est vraiment dans l'ordre de la haine de soi. Et surtout, ce n'est pas la haine du passé, détester les vieux, c'est la haine de l'avenir. L'avenir, c'est le grand âge, ce n'est pas la jeunesse. Et d'une certaine manière, il faut le souhaiter, parce que si l'avenir n'est pas le grand âge, ça veut dire que vous serez mort avant. Donc il faut le souhaiter, il faut l'espérer. Bref, tout ça pour dire que les jeunes, entre guillemets, qui déclarent à juste titre que le monde de demain, quoi qu'il advienne, leur appartient, comme disent les autres, oublient qu'à l'heure d'exercer cette légitimité, cette légitime souveraineté sur les choses, ils seront eux-mêmes devenus de vieux croutons. Voilà.
On en est là, si vous voulez. Donc, tout débat, toute question sur la jeunesse, et l'autre élément sur la jeunesse, mais ça, vraiment, je ne m'attarde pas dessus, vous est fourni par une très belle nouvelle de Maupassant, qui s'appelle Jadis. C'est une nouvelle qui fait 3 pages, où c'est une vieille dame, elle est centenaire, on est au milieu du 19e siècle, on est chez Maupassant. Beau château normand, milieu du 19e siècle, une vieille dame alitée, grabataire, se fait lire les informations, les nouvelles, par sa petite fille. Et sa petite fille lui lit les faits divers pour distraire sa grand-mère, et parmi les faits divers, il y a l'annonce d'une femme qui a été acquittée après avoir abattu son mari, qui la trompait. Et la gamine se réjouit de cette information. La grand-mère entend ça, elle qui avait les yeux clos, ouvre un œil, se redresse sur son séant, ce qui est un effort considérable pour elle, et lui dit « mais redis-moi ça ». Et la gamine lui dit « mais enfin grand-mère, il la trompait, c'est normal qu'elle le tue ». Et là, la grand-mère lui dit « mais enfin, mais si c'était mon cas, je serais morte 20 fois ». Elle dit mais vous êtes fou, on se marie une fois dans la vie, mais on peut aimer 1000 fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que la grand-mère vient du XVIIIe siècle. Elle vient d'un siècle beaucoup plus léger, d'un siècle plus libéral, d'un siècle infiniment plus libre que le XIXe siècle marital auquel sa petite fille s'expose. Autrement dit, la centenaire est beaucoup plus jeune que sa petite fille. Dans la vie, on a l'âge de ses idées et pas l'âge de ses artères. Voilà, donc cette parenthèse close, j'en viens au sujet d'aujourd'hui, à la grande question d'aujourd'hui, qui est donc la question de la quête de sens. La quête de sens. Alors, là encore, je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais il faudrait quand même s'interroger sur le sens de cette quête. Parce que, si vous voulez, en elle-même, dire qu'on recherche le sens, c'est avouer que le sens nous fait défaut. Donc, pardon de faire le prof de philo une seconde, mais enfin, ça peut servir quand même. On recherche du sens, ça veut dire qu'on confesse, qui cherche un sens reconnaît par là même qu'il n'a pas de sens sous la main. Si l'on est en quête de sens, c'est qu'on manque de sens. En cela, la quête de sens est littéralement insensée. Si on cherche de sens, c'est qu'on manque de sens. Si on manque de sens, alors nos actes sont insensés, donc il est insensé de chercher du sens. Non seulement la quête de sens témoigne du fait que le sens nous échappe, non seulement la quête de sens témoigne du fait que le sens nous échappe, mais surtout le fait que le sens nous échappe nous montre qu'il n'y a aucun sens à chercher du sens. C'est comme les gens qui vous disent « moi je crois en Dieu parce que sinon ma vie n'aurait aucun sens ». Il faut entendre cette phrase. Que dit quelqu'un qui vous dit « je crois en Dieu sinon ma vie n'aurait aucun sens ». Que dit-il ? Il dit que sa vie n'a aucun sens et que c'est pour se masquer à lui-même l'éminence du néant sur sa vie qu'il choisit de s'inventer un Dieu auquel il reconnaît qu'il ne croit que pour tromper le vide. Si vous dites à quelqu'un « je crois en Dieu sinon ma vie n'a aucun sens », vous reconnaissez tout simplement que si votre vie avait un sens, vous ne croiriez pas en Dieu. C'est une phrase de Schopenhauer, j'adore. Si Dieu existait, on n'aurait pas besoin de croire en lui. Je trouve ça impeccable. Autrement dit, celui qui se met un bandeau sur les yeux pour échapper au fait qu'il est né par hasard dans un monde qui s'en fout avant de mourir sans savoir pourquoi il est passé par là, ce qui est notre condition à tous, celui qui se met un bandeau sur les yeux pour échapper à ça n'abolit pas le gouffre pour autant. Il ne suffit pas de mettre la tête dans le sable pour échapper à l'arrivée du train. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, alors, et pourtant, on n'arrête pas, nous passons notre vie à essayer d'éluder les vérités qui nous déplaisent, les vérités qui nous dérangent. Et souvent, d'ailleurs, cette élision, on l'appelle quête de sens. Par exemple, vous avez remarqué, je fais juste une parenthèse, mais quand quelqu'un meurt, on dit « il est mort, le pauvre ». On fait comme si le mec n'avait pas eu de chance. Comme s'il lui était arrivé un truc épouvantable auquel nous allons échapper parce que nous, on a de la chance ou nous, on va s'en sortir différemment. Ce que je veux dire, c'est que le simple fait de plaindre le mort est une façon encore de faire comme si la mort ne nous concernait pas nous-mêmes. On plaint le mort. Non, faut y penser quand même. Pour qui se prend le type qui plaint le mort? C'est quand même intéressant de voir. Et alors, j'ai entendu parler tout à l'heure de bonheur. Alors, justement, parlons-en. Allons-y et parlons-en. J'ai entendu parler de bonheur. Très bien, parlons de bonheur. Mais je l'ai entendu dans une confusion coupable, en parler comme d'un synonyme du sens. Et là, ça coince. Allons-y. D'abord, nous avons tous été heureux au moins une fois dans nos vies, hein. Enfin, je vous le souhaite. Avez-vous jamais été heureux sans qu'une petite voix vous murmure à l'oreille « Dépêche-toi, mon grand, ma grande, ça ne va pas durer ».
Est-il possible d'être heureux sans que le bonheur qu'on éprouve soit immédiatement devancé par l'angoisse que le bonheur s'achève? Avez-vous jamais été en vacances sans vous dire « Oh putain, quand je pense que dans une semaine, je dois rentrer » ? Avez-vous jamais été heureux en vous disant que dans 5 minutes, c'est fini? Vous fumez une cigarette, vous êtes heureux, dans 2 minutes, c'est fini. Aucun bonheur ne se vit séparément de la crainte qu'il s'achève. Le bonheur est toujours inquiet. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'aime bien le jeu des anagrammes et consiste à faire des mots avec d'autres mots. Et si vous prenez carpe diem, prenez les lettres de carpe diem, vous les passez à la moulinette, ça donne ça déprime. En fait, c'est pas idiot quand on y pense, parce que pourquoi carpe diem donne ça déprime? Pourquoi les deux pourraient être presque synonymes? Parce que dit celui qui vous dit carpe diem? Horace, par exemple. Que recommande celui qui vous dit carpe diem? Il vous dit, mais mignonne, profite, parce que la jeunesse ne dure pas. Sois contente et profite, parce que ça ne va pas durer. Le postulat du carpe diem, c'est-à-dire du jouir du jour qui vient et de profiter de la vie, ce postulat est que on est né par hasard dans un monde qui s'en fout et qu'on va fertiliser les pissenlits. On a besoin de penser comme ça pour considérer qu'il faut profiter de la vie. C'est ça qui est intéressant. Et alors, je m'éloigne un peu du propos, mais c'est la vie et c'est comme ça, c'est pas grave. C'est au passage la raison pour laquelle toutes les philosophies du bonheur sont des philosophies qui font le deuil du sens. Il n'y a pas de philosophie du bonheur qui soit une pensée du sens ou qui recherche le sens. Par exemple, Épicure. On sait au moins l'adjectif, hein, être épicurien. Bien. Épicure, le penseur du bonheur comme seule modalité acceptable de l'existence. Épicure ne voit aucune raison de ne pas être heureux, de ne pas jouir de la vie. Il ne trouve dans la vie aucune raison de ne pas en jouir. Mais qu'est-ce que la vie pour Épicure? C'est un agrégat temporaire de molécules. Nous ne sommes qu'un agrégat temporaire de molécules, c'est-à-dire littéralement, c'est lui qui invente l'expression, d'atomes crochus, dont les formes se sont temporairement convenues. Nos idées elles-mêmes ne sont que des molécules. Nous sommes toute matière. Et dans ce déluge brownien de particules, nous avons été temporairement créés et nous allons disparaître bientôt. C'est ça sa vision du monde, c'est ça son discours sur l'être, c'est ça son ontologie, comme on dit en philosophie. Autrement dit, il n'y a aucun espoir. Le bonheur est ce qui revient à ceux qui n'ont aucun espoir. Alors, je vais revenir sur ce paradoxe, parce que c'est un paradoxe très intéressant. Mais je voudrais, pour vous en donner un exemple, comment dire, tiens, je rappelle peut-être quelques mauvais souvenirs de terminale à certains de vous. Dans le banquet de Platon. Dans le banquet de Platon, la fin du banquet, je vous prie de m'excuser, mais il fait extrêmement chaud. Est-ce que vous permettez que je retire cette veste, même si je suis sur scène? Merci infiniment. Attendez, pardon. Dans le banquet, alors évidemment, il faut retrousser ses manches quand on n'a qu'une main disponible. C'est pas grave. Dans le banquet, donc vous m'entendez là? Dans le banquet de Platon, à la fin, Alcibiade débarque. Vous savez que le banquet, c'est un concours de discours entre individus qui décident de parler d'amour. C'est à qui parlera le mieux d'amour. Et Socrate vient de l'emporter naturellement, vient de parler d'amour magnifiquement. Et en fait, il reste un candidat qu'on ne connaît pas, c'est Alcibiade. Alcibiade arrive, il est bourré comme un poing. C'est la fin de la soirée, il est ivre mort et ivre vivant. Et j'arrive. Voilà. Et Alcibiade, donc, arrive, pété comme un coin, et il voit Socrate et il dit « Cet homme-là m'a brisé le cœur ». Tous les convives se retournent stupéfaits. Il faut comprendre une chose, hein, c'est que Alcibiade, c'est le plus bel homme d'Athènes. Il est magnifique, en général, il est glorieux, il est au sommet du game, comme on dit. C'est le plus bel homme d'Athènes. On ne se refuse pas à Alcibiade. Alors que Socrate, lui, il a le front d'un taureau, il a les lèvres d'un bœuf, il est d'une laideur légendaire et lui-même d'ailleurs considère que sa laideur légendaire est le signe de sa beauté intérieure. C'est une arnaque qui marche encore aujourd'hui. Quand on dit beau et con à la fois, si vous voulez, c'est qu'on est socratique en réalité. C'est l'imposture qui consiste à faire passer sa propre laideur pour la preuve de la beauté qu'on cache est un truc extraordinaire, comme s'il suffisait d'être laid pour être beau. C'est un truc, ça, bon, bref, Socrate
arrive à persuader Alcibiade que sa laideur est le signe de sa beauté intérieure. Et donc Alcibiade est là et il se dit, moi j'étais amoureux de Socrate. Moi j'étais amoureux de Socrate et comme j'étais amoureux de Socrate, j'ai voulu le séduire. Donc je l'ai invité à dîner. Premier soir, je l'invite à dîner. Socrate vient dîner, il se machin, il mange fort civilement. Le repas se termine, Socrate s'en va. Bon, on lui a jamais fait ça. 3 jours plus tard, il réinvite Socrate. Ah oui, il lui propose de lutter, faire des exercices de lutte. Il faut savoir qu'on luttait nu. Donc Alcibiade se dit, peut-être moyen. Il lutte nu et il ne se passe rien. 3e tentative, Alcibiade réinvite Socrate à dîner. Au passage, cette anecdote a inspiré à Gainsbourg la chanson Le lendemain, faites revenir ce cœur bien tendre. En fait, c'est Alcibiade et Socrate. Donc, 3e fois, Socrate revient. Alcibiade le fait venir plus tard, il tamise les lumières, il met moins de musiciens, etc., etc. Arrive la fin du repas, il lui dit « Mon Socrate, il est trop tard, les rues d'Athènes sont dangereuses, reste à la maison. » « Ah, comme tu es gentil, mon bon, lui dit Socrate, pas de problème, où puis-je me reposer un peu ?» Alcibiade lui dit « Écoute, il y a un lit là, tu es chez toi, Socrate s'allonge. Alcibiade lui dit « Mon Socrate, ça te dérange pas si je m'allonge un peu à côté ?» « Pas du tout, mon bon, tu es le bienvenu. » Alcibiade s'allonge tout contre Socrate, et Socrate s'endort. Et là, Alcibiade lui dit, ça se passait dans le banquet, hein. Socrate, tu dors? Non, plus maintenant. Sais-tu à quoi je pense? Non. Et là-dessus, Alcibiade lui dit, je pense que tu es un amant digne de moi. Pour le dire simplement. Et Alcibiade lui fait le marché suivant. Il lui dit, je ne suis pas très malin, mais je suis extrêmement beau. Tu es toi-même d'une intelligence célèbre dans le monde entier, mais tu es d'une laideur prodigieuse. Je te donne un peu de ma beauté, tu me donnes un peu de ton intelligence, et ce sera du gagnant-gagnant. Alors il ne dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et Socrate lui fait cette réponse absolument incroyable, il lui dit, mais mon Alcibiade, il se parlait comme ça, hein, mon Alcibiade, mon beau, si tu as raison, alors tu me proposes un marché de dupes. Tu me proposes d'échanger de l'or contre du cuivre. Ta beauté, elle est provisoire, elle est temporaire. Ta jeunesse, elle va passer bientôt. Ce qui fait qu'on te prise, ce qui fait qu'on te désire, n'existera plus bientôt. En revanche, il y a 2 choses qui demeurent. 1, l'intelligence que tu m'attribues, et 2, l'idée de beauté temporairement incarnée dans ton corps. Et donc on va mettre mon intelligence au service de la quête, non pas de la beauté de ton corps, qui est banale, mais de l'idée de beauté. On a mieux à faire qu'à faire l'amour, pour le dire simplement. Il lui fait cette réponse. De là, le mythe de l'amour platonique, si vous voulez. On s'aime tellement qu'on ne va pas coucher ensemble, si vous voulez bien. Il y a des gens qui sont assez fous pour être aussi sages. Et ce qui est intéressant, dans cette histoire, c'est qu'évidemment, alors l'histoire est à la gloire de Socrate, un homme sage, un homme chaste, un homme serein, un homme qui n'est pas dupe et qui est capable d'éconduire un jeune homme 100 fois plus beau que lui. Donc évidemment, on se dit, c'est à la gloire de Socrate. Mais on peut aussi retourner la proposition et dire, mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui considère que 2 personnes qui s'aiment ne doivent pas faire l'amour par amour ? C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui considère que on ne va pas désirer ce qui ne dure pas? L'argument de Socrate, c'est quoi? C'est comme dit Gainsbourg, l'amour physique est sans issue. Ça ne dure pas. Ah, il y a le coït, et puis après... oui, d'accord, ok, ça ne dure pas. Certes, ça ne dure pas. Mais le fait que ça ne dure pas est-il une raison suffisante de lui tourner le dos? C'est tout l'enjeu du bonheur, ça. C'est toute la question du bonheur. C'est-à-dire, le fait que nos vies n'aient pas de sens, le fait que nous soyons promis à la déréliction, le fait que nos sentiments soient promis à l'extinction, le fait que nous naissions par hasard encore une fois pour mourir plus tard, etc., etc. Ce fait-là, qui donne finalement, comment dire, qui injecte tant de vanité dans le monde, tant de tristesse devant ce dont on sait en le regardant que ça ne va pas durer. Ce fait-là, cette conscience-là, est-elle de nature à nous décourager de jouir? Et la grande question est là. C'est-à-dire, plutôt que de savoir quel est le sens de la vie, peut-être savoir d'où vient le besoin qu'on ait que la vie ait un sens. Quand on est, on ne connaît pas le sens de la vie, et puis un jour, on décide qu'il faut que la vie ait un sens pour qu'on continue à vivre. Et il y a même des gens qui, découvrant qu'ils vont mourir, sont tellement désespérés qu'ils se suicident. Et puis,
il y a la question de savoir comment profiter de ce qui est promis à disparaître. Ce que je veux dire ici, c'est que l'absence de sens n'est pas un argument contre le bonheur, ni un argument contre la vie, c'est au contraire une invitation à jouir de ce qu'on a dans le temps dont on dispose. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle le bonheur est toujours le propre des philosophies du non-sens, ou des philosophies qui considèrent que la vie n'a pas de sens. Alors, on peut prendre le contre-pied de cette proposition en examinant la position de l'athée, par exemple. Vous connaissez vous savez les reproches qu'on fait aux athées ordinairement. Dans le débat entre les croyants et les athées, qui est un débat qui porte éminemment sur la question du sens, les croyants, bien souvent, je parle d'un débat qui se passe mal, qui ne dégénère pas en violence, si vous voulez, mais qui menace de le faire. Ça commence par un croyant qui dit à un athée « Mais vous, les athées, vous ne croyez en rien, vous n'avez aucune valeur. Vous avez renoncé à vous donner du sens. Vous avez renoncé au sens des choses. Vous considérez qu'il vaut mieux vivre sans que les choses aient un sens, sans qu'elles aient une destination, ce dont l'idée de Dieu se veut garante. » Alors, comment répondre à cette critique-là ? Tout simplement en disant que être athée, ça n'est pas ne croire en rien. Être athée, c'est refuser de déléguer à Dieu le soin de savoir à ma place ce qui est bon pour moi. Ce n'est pas la même chose. Être athée, ça n'est pas vivre sans règles, c'est chercher en soi-même les règles selon lesquelles on vit et non dans le ciel. Ça n'est pas renoncer à bien se tenir, par exemple. Être athée, c'est refuser que l'obligation de bien se tenir nous vienne d'ailleurs que de nous-mêmes. Et en cela, on peut considérer que l'athéisme n'est pas un renoncement au sens. Ceux qui, à l'inverse, alors du point de vue d'un athée militant, ceux qui, à l'inverse, considèrent qu'on a besoin de Dieu pour adopter le meilleur comportement, celui-là avoue que sans le pilotis divin, sans l'architecture divine, il se conduirait mal. Autrement dit, la différence entre l'athéisme et la croyance, ce n'est pas la différence entre le non-sens et le sens, ou entre l'absence de valeur et les valeurs. C'est une différence qui porte sur l'origine des valeurs qu'on se donne. Dans le cas du croyant, la vertu vient de Dieu. Dans le cas de l'athée, la vertu va de soi. L'une des critiques est de dire oui, mais vous savez, c'est la fameuse phrase de Dostoïevski dans Crime et Châtiment, et Dieu est mort, alors tout est permis. Donc ça veut dire, en gros, si Dieu est mort, c'est la fête au village, on peut tuer son usurière quand on lui doit quelque chose, on peut se débarrasser des uns, des autres, etc. etc. Il n'y a plus le filtre moral. Mais dire Dieu est mort, alors tout est permis, ça n'est pas la phrase d'un athée. C'est la phrase de quelqu'un qui croyait en Dieu jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'est pas là. Mais à qui si on le persuade qu'en réalité Dieu n'est pas mort, rangerait immédiatement sa hache et cesserait immédiatement toute activité qu'il s'autorise parce qu'il croit que Dieu ne le regarde pas. C'est pas la position d'un athée, ça. Un athée, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi parce que Dieu est mort, c'est quelqu'un pour qui Dieu n'a jamais vécu, et s'il existait, on n'aurait pas besoin de lui, il serait inutile. C'est ça l'athéisme. L'athéisme, c'est de considérer qu'on n'a pas besoin de Dieu. Celui qui dit « si Dieu est mort, tout est permis », alors celui-là confesse qu'il a encore besoin de Dieu, précisément besoin de Dieu, comme d'un garde-fou. Bref, si je résumais un peu le chaos de ce que je viens de vous dire, là, j'avais prévu de vous dire les choses de façon un peu plus ordonnée, mais après tout, je ne vous fais pas court non plus, et on n'est pas là pour... bref, je ne suis pas là pour vous édifier. Si je résume en 3 points rapides ce que je viens de vous dire pour l'instant, 1, la vie n'a aucun sens. 2, le bonheur est un chagrin. 3, chercher du sens, c'est renoncer au bonheur. Alors, ces problèmes-là se posent en particulier pour nous, individus qui avons la chance inouïe de vivre en démocratie. C'est une chance et c'est un malheur. Je veux m'en expliquer très simplement. Que vous garantit la démocratie? Que vous garantit la loi en démocratie? Votre liberté. La loi est garante de votre liberté, sous certaines restrictions, certaines limitations, etc. Je n'entre pas dans le débat de savoir si on est plus ou moins libre, si on peut retirer son masque en période de pandémie, etc. Ce n'est pas mon problème. Ce que je veux dire ici, c'est que la loi est garante de la liberté. On peut considérer qu'elle réduit la liberté quand elle instaure des restrictions. On peut aussi considérer qu'elle permet la liberté en faisant en sorte qu'on ne se marche pas sur les pieds les uns des autres ou qu'on ne se crache pas à la gueule en période de pandémie. Bon. Restons, en tout cas, donnons-nous, quelle que soit notre position sur cette question de masque,
tombons d'accord sur le fait qu'en démocratie, la loi est garante de la liberté. Mais s'il vous plaît, tombons d'accord aussi sur le fait que vivre en démocratie, c'est vivre dans un monde dont on ne voudrait pas sortir. Qui voudrait vivre ailleurs qu'en démocratie ? Je fais une exception pour les 2 royalistes, statistiquement, de cette Assemblée. Vous êtes les invités. À part ça, statistiquement, je veux dire, quel individu vivant en démocratie voudrait sortir de la démocratie ? Même les gens qui considèrent qu'aujourd'hui, en réalité, on vit en dictature avec le méchant Macron, etc., même les gens qui pensent comme ça, le font au nom d'un surcroît de démocratie, considèrent que la décapitation de Macron, par exemple, serait un gain de liberté. Les Gilets jaunes qui estimaient ça. C'est-à-dire qu'ils le faisaient au nom d'un surcroît de liberté, d'un surcroît de démocratie. L'enjeu était de se fabriquer un dictateur imaginaire dont la destitution serait libératoire. Donc ce que je veux dire, c'est que même quand on critique la démocratie, on ne veut pas en sortir. Et c'est ce point-là qui est très important. On ne veut pas en sortir. Autrement dit, vivre en démocratie, c'est être libre dans un espace clos. C'est être libre dans un aquarium. Ceux qui ont vu Le sens de la vie des Monty Python comprendront à quoi je fais référence. C'est les premières minutes. Ce sont les poissons qui sont dans un aquarium et une fois qu'ils se sont dit bonjour, voilà. Du génie pur. Ils ont les têtes des Monty Python, en plus c'est parfait. Ce paradoxe-là est essentiel. Vivre en démocratie, c'est vivre dans un monde qui nous donne toute liberté pour aller nulle part. On appelle ça le syndrome du hamster, si vous voulez. C'est-à-dire que ça accélère, hein, ça va vite, oula, ça accélère, mais ça tourne en rond. Ça vibrionne, ça chatoie, ça TikTok, ça Twitter, ça fait du bruit, ça s'agite, ça brasse de l'air, ça fait du machin, etc. À la fin de la journée, une fois que le marais a chatoyé, chacun se rendort et on recommence le lendemain. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va nulle part. La démocratie ne nous emmène nulle part, précisément. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'être en démocratie, c'est extraordinairement difficile. Être un démocrate, c'est avoir le désir d'une liberté qui pourtant nous dispense d'un but. La condition, parce que si vous vivez sous une dictature, mettons vous vivez en Chine, vous pouvez caresser le rêve fou qu'un jour ça va s'arranger. Si vous vivez sous Poutine, vous pouvez espérer peut-être qu'un jour, éventuellement, le mec va finir par partir ou se faire tuer. Bon. Là, vivre en démocratie, qu'est-ce que vous voulez souhaiter de plus ? On peut amender les choses à la marge, on peut considérer que l'euthanasie ou bien l'IVG, les délais d'IVG, etc., tout ça sont des ajustements fondamentaux, très importants. Mais enfin, vivre en démocratie, c'est vivre dans un monde qui ne nous promet rien d'autre que lui-même. C'est la raison pour laquelle Tocqueville, par exemple, le grand sociologue Tocqueville, qui lui-même ne croyait plus en Dieu depuis l'âge de 16 ans, explique que les religions sont indispensables aux démocraties. Une démocratie ne peut pas exister sans religion parce que l'individu démocratique, rendu à lui-même, rendu à la petitesse de sa petite vie, chargé soudain de trouver un sens à la vie lui-même, celui-là découvre soudain que la liberté, l'absence de contrainte est un fardeau bien supérieur aux recommandations qu'un décalogue ou qu'un dictateur peut vous mettre sur les épaules. Il vaut mieux mener la vie d'un chameau qui sait où il va que la vie d'un hamster qui croit aller tout droit alors qu'il tourne en rond. Tout le problème, si vous voulez, il est dans cette... Comment avoir le désir d'un monde qui en lui-même, la démocratie, a fait son deuil de la vérité et du sens. Le deuil de la vérité, il est structurant chez les démocraties. Il est structurant en démocratie, c'est la raison pour laquelle on a tant de problèmes avec les fake news aujourd'hui. La démocratie est née du sentiment que nul ne détenait la vérité et que pour cette raison, c'était le plus fort qui devait l'emporter. Le plus fort, c'est-à-dire le plus nombreux. Et c'est comme ça que la démocratie est apparue. C'est pour ça que les sophistes ont partie liée avec la démocratie. Et c'est pour ça que Platon n'aimait pas la démocratie, parce qu'il considérait que c'était un régime où l'on pouvait indifféremment défendre toutes les causes. Il n'a pas tort. Néanmoins, tous les griefs qu'on porte à la démocratie, tous les critiques de la démocratie, de Platon à Tocqueville, constatent que la démocratie, précisément, manque de sens. Elle est cette vacance du sens. Elle est cette vacance du sens. Elle est cette difficulté dans laquelle nous nous trouvons de donner un sens à nos vies dans la mesure où les grandes idéologies ne s'en chargent plus, Dieu ne s'en charge plus non plus, et nous voilà rendus à nous-mêmes. Le risque que nous courons en démocratie, on le connaît bien.
le risque que nous courons, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs quand on dit en général chercher du sens? On dit, on ne va pas s'en tenir à notre petite vie. Qu'est-ce que c'est une démocratie? C'est un monde où vous avez le droit d'être égoïste toute votre vie. Vous pouvez, toute votre vie, ne penser qu'à vous-même sans jamais rencontrer les foudres de la loi. L'égoïsme, la méchanceté même, tant que vous ne passez pas à l'acte, les mauvaises pensées, le repli sur soi, rien de tout ça n'est délictueux. Tout ça fait partie de l'usage possible que vous pouvez faire de votre liberté. Vivre en démocratie, c'est avoir le droit d'être un sale con sans jamais être puni pour ça. Et c'est très important ça, parce que ça expose, et très intéressant, parce que les démocraties sont menacées par le droit qu'elles donnent. Une démocratie est en danger, c'est un lieu commun de le dire, une démocratie est en danger quand personne ne se mobilise. Quand les gens ne vont plus voter, quand les gens ne vont plus défendre des causes, quand les gens ne se mobilisent plus, quand il n'y a plus de buzz, quand il n'y a plus rien en fait. La démocratie est en danger à ce moment-là. Une démocratie est en danger quand les gens ne se battent plus, quand les gens ne se mobilisent plus. C'est-à-dire, une démocratie est en danger quand les gens s'en tiennent. Qu'est-ce que j'ai dit ? Une démocratie est en danger quand les gens s'en tiennent à l'horizon de leur vie minimale, de leurs existences minimales. La démocratie est menacée quand elle est composée d'individus dont le seul but est de jouir de ce qu'on leur donne, ou de ce qu'ils ont, ou de ce qu'ils pourront prendre. On dit en général, donner du sens à sa vie, c'est s'engager au service des autres. Pourquoi c'est donner du sens à sa vie, ça? Parce que le désir de s'engager montre bien qu'on ne se satisfait pas de la vie à laquelle la démocratie nous donne droit, c'est-à-dire une vie exclusivement égoïste. Alors, les raisons pour lesquelles on ne s'en satisfait pas, elles sont infinies, elles sont innombrables. Je n'en donnerai qu'une seule. Elle est décrite merveilleusement par Camus dans la Chute. Dans la Chute, Camus, il me reste 7 minutes là, et la ministre arrive. Bon. Camus. C'est la vie. Camus. Quelques mots sur Camus, sur la Chute. C'est un texte que peut-être vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, jetez-vous dessus, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis alors, c'est une telle claque quand on le lit pour la première fois. Dans La Chute, le personnage principal, Jean-Baptiste Clamence, c'est un avocat, il a la bonne vie, il change de lit tous les soirs, il est riche, il défend la veuve et l'orphelin, il s'est même permis de refuser la Légion d'honneur. C'est vraiment, et il passe sa vie à se regarder dans la glace, à se dire « mais j'ai quand même une vie géniale ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont l'existence est toute de jouissance. Et pendant longtemps, il se masque la misère de sa vie en endossant des causes nobles. « Oh, j'ai défendu la veuve et l'orphelin, j'ai sauvé machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis content, je suis fier. » Il est content, tout va bien. Évidemment, c'est très bien de défendre la veuve et l'orphelin. Tout le problème, c'est que Clamence, ce qu'il va découvrir, ne le faisait que pour lui-même, qu'en raison de la bonne image que ça lui donnait de lui-même à ses propres yeux. Et puis un jour, Clamence rentre chez lui un matin et il voit sur le pont Neuf une dame penchée sur la Seine. Il la trouve un peu jolie de dos comme ça. Il se demande s'il ne va pas tenter quelque chose. Puis finalement, il passe son chemin. 1 minute plus tard, 30 secondes plus tard, il entend un cri et le bruit d'un corps qui s'écrase dans l'eau. Il s'arrête et il ne prévient personne. Il rentre chez lui. Mais à partir de là, sa vie est complètement bouleversée. Tout a changé en réalité. Tout a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Voilà quelqu'un qui découvre qu'il est sensible aux douleurs qui lui sont épargnées. Voilà quelqu'un qui découvre tout simplement, non pas le sens de la vie, mais beaucoup plus simplement et modestement, l'idée même de solidarité. C'est-à-dire la capacité proprement inouïe à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. Et ceci me paraît extrêmement intéressant en démocratie, parce que le palliatif à nos impasses démocratiques, au droit que nous avons d'être égoïstes et de mourir sans laisser de traces, c'est même plutôt recommandé d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de monde, si vous voulez, que le palliatif à cette condition démocratique n'est pas tant dans la découverte d'un sens ultime qui soit ferait de nous des apprentis dictateurs, soit ferait de nous des intégristes. Ce n'est pas dans la découverte d'un sens ultime, mais c'est tout simplement dans la capacité à sentir ce qu'on ne vit pas.
dans la capacité prodigieuse à sentir ce qu'on ne vit pas. Une parenthèse sur l'égoïsme, l'histoire est vraie. C'est un prof de français à Prague, dans les années 60, il est avec sa femme, il a une petite maîtresse à la fac. Et puis un soir, on frappe à la porte. Et le type ne veut pas ouvrir parce qu'il est un peu inquiet, etc. Et sa femme lui dit, mais enfin, qui c'est? Il dit, ben, je ne sais pas, c'est probablement personne. Bref, il y a une scène de ménage, elle va ouvrir, il essaie de la retenir. On tambourine à la porte, puis finalement, il n'y a plus de bruit, on laisse une enveloppe devant la porte. La dame ramasse l'enveloppe, le type lui arrache l'enveloppe, elle finit par lire l'enveloppe et elle s'évanouit. Au lieu de se soucier de l'évanouissement de madame, il lit la lettre. Et dans la lettre, il y a écrit « Les chars soviétiques viennent d'entrer dans la ville ». On est en 68. Et le type se dit « Ouf !» Et c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. C'est une phrase du philosophe écossais David Hume que je trouve formidable. Il dit « Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon petit doigt. » On peut prolonger le paradoxe. Hein. Imaginons, je me mets dans ce cas de figure, qui naturellement n'est pas le vôtre, que vous ne connaissiez personne au Japon. Et que soudain, on vous laisse le choix entre la mort de votre chat et l'engloutissement du Japon. Le chat prend plus de place que le Japon à la façon dont notre pied couvre la lune quand on la regarde et qu'on a le dos par terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Alors, en fait, la menace est celle d'un égoïsme dont on ne sort pas si facilement. J'entendais tout à l'heure fuck the system. Non, mais on a parlé de fuck, mais une seconde sur le système. Il ne suffit pas de dénoncer la loi du marché pour échapper à la loi du marché. La loi du marché adore les livres qui conchient la loi du marché. C'est en général eux qui arrivent en tête des ventes. Les phénomènes de vente sont des livres contre la loi du marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Ça marche comme ça. La loi du marché marche comme ça. Elle adore ce qu'il dit. Nuit debout est une marque de string. C'est assez bien vu d'ailleurs. Aujourd'hui. Donc, il ne suffit pas de contester le marché pour échapper au marché. Et rien ne donne davantage le sentiment d'un système qui vous embrasse que la tentative de s'en affranchir en le dénonçant. Parce qu'immédiatement, on est rattrapé et on devient soi-même une marchandise. Non, comment on échappe à la logique délétère, à la mécanique délétère et insensée qui est la condition de l'homme démocratique? La seule échappatoire qu'on puisse identifier, me semble-t-il, et c'est ça qui est intéressant, on la trouve dans la littérature, encore une fois, c'est Camus, c'est-à-dire c'est la capacité que nous avons à sentir ce que nous ne vivons pas, à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. C'est l'équivalent du sens dans un monde qui n'a pas de destination. Imaginez, votre vie n'a aucun sens, vous voulez mourir et soudain, la douleur de quelqu'un vous touche tellement que loin de vouloir mourir, vous voudriez sacrifier votre vie à la survie de la personne qui vous a tant touché. Ce lieu commun de l'existence, ce genre de révolution copernicienne dans une vie, témoigne tout simplement du fait que l'issue n'est pas dans la résolution de l'absence de sens, dans le fait de trouver un sens. L'issue n'est pas dans le fait de se concentrer sur sa petite vie et de jouir tant qu'on peut avant de mourir, ça nous fait une belle jambe. L'issue, l'échappatoire, le pas de côté, il est dans ce moment que décrit Camus, que Céline décrit aussi à New York. Bardamu, il essaie de s'endormir, mais il n'arrive pas. Pas parce qu'il y a le train de New York qui passe à côté, mais parce que cette Amérique vient lui poser d'énormes questions. En fait, le seul équivalent qu'on puisse donner à quelque chose qui ressemble à du sens dans un espace de liberté, où l'égoïsme est un droit, la meilleure définition qu'on puisse en donner, on la trouve dans La promesse de l'aube. Je n'ai pas du tout raconté ce que j'avais prévu de vous dire, mais ce n'est pas grave. On la trouve dans La promesse de l'aube. Juste ça, dans La promesse de l'aube, Gary parle du sommeil du juste. On connaît tous l'expression, le sommeil du juste. Oh, le petit, il dort du sommeil du juste. Ah ben génial, on va pouvoir regarder quelque chose. Bon. On connaît tous ça. Dormir du sommeil du juste, dormir comme une souche, quoi. Or, Gary dit, mais le sommeil du juste, c'est l'insomnie. Si vous êtes injuste, en 2 mots, si vous êtes juste, si votre cœur est celui-là, vous ne pouvez pas trouver le sommeil. Comment pouvez-vous dormir en pensant à tout ce qui se passe pendant que vous dormez? Le seul équivalent, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, nous n'avons pas besoin, en un mot, hein, j'en ai fini, c'est étrange de demander à la vie de nous fournir une raison de bien nous conduire. C'est étrange de demander au monde
d'avoir un sens en vertu duquel nous pourrions agir. C'est étrange de chercher ailleurs qu'en nous-mêmes les normes de notre action dans la mesure où nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous n'avons besoin de personne d'autre, nous n'avons pas besoin de lire la Bible ou la critique de la raison pratique pour savoir quand quelqu'un a besoin d'aide, pour donner sans compter, pour faire don de soi ou s'oublier un peu. Ceci n'est pas nécessaire, il suffit pour cela de vivre. Il suffit pour cela de vivre, il suffit pour cela d'être attentif à ce qui nous arrive et de conjurer la menace qui est omniprésente en démocratie, qui est le droit extraordinairement dangereux que nous avons d'être égoïstes de la première à la dernière seconde de nos vies. C'est fini. Merci. Merci de votre attention. Merci. Alors,